13 heures sur RTI 1. Merci de suivre ce nouveau journal dont voici les titres. Les relations économiques Côte d'Ivoire-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-Tunisie au centre des entretiens hier entre le président de la République Alassane Ouattara et ses homologues Cyril Ramaphosa et Kaïs Saïed. Rencontre en marge du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en France. En Côte d'Ivoire, des matériels offerts hier aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est un don du gouvernement américain dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compact du Millennium Challenge Corporation, le MCC. Et enfin, un flot de migrants hier dans l'enclave espagnole de Ceuta, environ 5000, un record selon les autorités espagnoles. Bonjour à tous. Ouverture aujourd'hui à Paris en France du sommet sur le financement des économies africaines. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, participent aux travaux. Les échanges vont porter sur le ralentissement économique d'après-crise sanitaire liée au coronavirus. En marge de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a pris part hier au sommet international sur le Soudan. Et en marge du sommet sur le financement des économies africaines, à noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a également reçu hier ses homologues sud-africains Cyril Ramaphosa et tunisien Kaïs Saïed. Au centre des entretiens, le renforcement de leurs relations économiques. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Elles sont deux personnalités qui ont été reçues par le président Alassane Ouattara à Paris ce lundi, au troisième jour de son séjour français en vue de sa participation au sommet sur le financement des économies africaines dans la capitale française. La personnalité avec laquelle le président ivoirien a ouvert cette série d'échanges est le président tunisien Kaïs Saïed. En plus des sujets d'actualité sur le plan régional et continental, les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et c'est pratiquement pareil quand le président Alassane Ouattara, après s'être entretenu avec le président de la Tunisie, s'est retrouvé avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, également à Paris dans le cadre du sommet sur le financement des économies africaines. Nous avons échangé sur les opportunités entre nos deux pays. Plus de coopération, plus d'entente et aussi voir comment ensemble nous pouvons faire évoluer les choses au niveau régional et au niveau de l'Union africaine. Comme vous savez, l'Afrique du Sud est une grande puissance africaine et j'ai invité le président à nous faire une visite d'État dès qu'il pourra, avant la fin de l'année. Et nous avons indiqué aussi que la Côte d'Ivoire est désireuse de recevoir des entreprises sud-africaines dans les secteurs des infrastructures, comme la transformation des matières premières. Il a bien voulu accepter cette suggestion. Des rencontres en marge du sommet de Paris prévu pour se tenir ce mardi 18 mai 2021, sommet qui vise notamment à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19 et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en visite hier dans plusieurs établissements scolaires. Kofi Onguessan a rencontré les enseignants et élèves du centre de perfectionnement des métiers de l'automobile de Port-Bouët, ceux du lycée technique et du centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody et enfin du lycée technique de Yopougon. Le point, Moussa Konaté. Centre de perfectionnement au métier de l'automobile. Dans cet établissement, les élèves sont formés en mécanique, en électronique et en carrosserie peinture. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage visite les locaux. C'est un centre qui est extrêmement important dans notre dispositif
Et je peux assurer que nous allons tout mettre en œuvre pour appuyer ici toutes les actions, notamment les perspectives. Comment créer de nouveaux modules, comment créer de nouvelles formations pour attirer davantage. C'est vraiment la technologie et je suis persuadé qu'avec un peu de moyens, sans démagogie aucune, on pourra un jour fabriquer le moteur dans ce centre. Faire de l'encadrement technique et professionnel un secteur important de création d'emplois. L'appui de partenaires est sollicité. Ces experts internationaux font un état des lieux après la visite de plusieurs sites. On a pu visiter de nombreux lycées techniques et de centres d'enseignement technique et de formation professionnelle et constater les besoins. C'était très important de faire cette visite pour identifier les pistes de collaboration et les besoins qui sont importants. Les visites qu'on a pu accomplir aujourd'hui nous ont montré beaucoup de choses très intéressantes. D'abord un personnel très motivé et très passionné. Et ensuite la nécessité d'avoir des rénovations en profondeur, tant sur le plateau technique que sur l'accompagnement des référentiels de formation. À la fin de la semaine, on va donner des préconisations à Monsieur le ministre dans ce sens-là pour accompagner effectivement la structuration de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Il y a une mission qui est venue de l'extérieur pour nous aider à faire cette analyse situationnelle. Mais cette mission va nous permettre d'avoir une vue de départ sur les problèmes, mais sur aussi le potentiel existant et comment nous allons bâtir notre plan stratégique. La délégation du ministère et ses partenaires ont visité l'Institut des aveugles de Yopougon, les lycées techniques de Yopougon et Cocody, le centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG et l'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, hôte du collège moderne de la Cité du Port dans la commune de Port-Bouët, Mamadou Touré, a échangé hier avec les élèves. Objectif, sensibiliser ces jeunes aux valeurs d'excellence, de civisme et au concept de patriotisme. Jean Djadji. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, dans l'enceinte du Collège moderne de la Cité du Port, dans la commune de Port-Bouët. Les 927 élèves de cet établissement secondaire sont instruits par le ministre sur les valeurs du drapeau et de l'hymne national, symbole de la République. Il invite par cette action ces jeunes apprenants à changer de mentalité et à faire de l'excellence leur devise à l'approche des examens de fin d'année. Je suis venu moi-même aujourd'hui évaluer la situation et profiter de cette occasion pour encore réitérer des conseils à ces élèves, puisque dans quelques semaines, certains d'entre eux iront à des examens. C'est un fort moment de pression. Faire en sorte que ces enfants puissent bien travailler. Une réflexion serait lancée sur la contribution de l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire, comment mettre en contribution ces enfants à travers des actions en faveur de leur pays et en faveur de leur communauté. C'est une réflexion que je vais poursuivre avec la ministre de l'Éducation nationale. À l'instar d'autres écoles du district d'Abidjan, 437 élèves du Collège moderne de la Cité du Port ont bénéficié il y a quelques mois de titres de transport de la part du ministère chargé de la jeunesse en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un commissariat entièrement équipé pour le village de Anonkouakouté dans la commune d'Abobo. Ce poste de police du 39e arrondissement a été inauguré hier par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara. Le point avec Abou Sanogo. Le commissariat de police du 39e arrondissement d'Anonkouakouté vient compléter à 7 le nombre de commissariats existants dans la commune d'Abobo. Il comprend 31 bureaux et un poste de police, tous équipés et offrent au personnel d'excellentes conditions de travail. Il a été inauguré par Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire honoraire de la commune d'Abobo. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'inauguration de cet édifice s'inscrit dans le cadre de la politique sécuritaire du gouvernement, dont l'objectif est de prendre en charge les préoccupations des populations en matière de sécurité. La loi de programmation sur la sécurité intérieure prévoit 20 commissariats, des groupements mobiles d'intervention, des CRS. Aucune police, quel que soit le niveau d'équipement,
ne peut être efficace si elle n'est pas en complicité avec les populations. Mesdames et messieurs les policiers, monsieur le ministre m'a demandé de vous traduire sa satisfaction. Et il vous encourage à toujours demeurer cette police professionnelle, cette police au service de l'État, au service des hommes, au service des populations. L'ouverture de ce commissariat constitue donc un grand pas franchi vers la sécurisation des personnes et des biens. La municipalité d'Abobo exprime sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Abobo est l'une des plus importantes communes de notre pays en termes de densité démographique et de tissu économique. Ses atouts ont malheureusement un revers, la montée de l'insécurité urbaine qui peut atteindre des proportions intenables si l'on y prend garde. L'État a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Cette nouvelle institution vient donc à point nommé. Grâce à la présence des braves policiers qui y serviront, nous pouvons espérer un suivi de proximité et un quadrillage plus serré de l'espace communal. L'inauguration de ce joyau, un véritable soulagement pour les populations d'Anonkwa-Kouté. Avant, on se déplaçait. Aujourd'hui, ça nous permettra de faire nos papiers de mandat administratif ici, pour ne pas se déplacer encore. En tout cas, je suis ravie, je suis contente même. Sinon, vraiment, avant, on ne pourrait pas passer ici. Jusqu'à 20h, on ne peut plus passer, on est à la maison. Dieu merci aujourd'hui, vraiment, la sécurité est bonne. Nous sommes contentes. Toutes les femmes d'Anonkwa-Kouté sont contentes. Je remercie Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le commissaire Mariam Sissé, à la tête d'une équipe de 50 hommes et femmes, aura la charge de faire fonctionner ce commissariat qui a reçu les clés d'un véhicule de commandement pour permettre aux agents de bénéficier d'une mobilité conséquente. Cette inauguration a été également marquée par la visite de locaux du commissariat de police du 39e arrondissement d'Anonkwa-Kouté. Deuxième titre de ce journal, des équipements composés de matériel informatique, technique et roulant offerts hier aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est un don du gouvernement américain. Ce don, estimé à environ 600 millions de francs CFA, va permettre aux entités bénéficiaires de contribuer efficacement à la réalisation des projets prévus par le Millennium Challenge Corporation. Pour en parler, Jean-Luc Bangbo. Déflectomètre, ramasse tombante et géoradar pour tester la qualité et la structure de la chaussée, des véhicules flambant neufs ou encore du matériel informatique. Des équipements que le gouvernement américain remet aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est vraiment du matériel de dernière génération. On avait certains équipements, mais ce n'est pas les mêmes performances. La technologie évolue beaucoup et ça évolue très vite. Donc c'est du matériel que la Côte d'Ivoire souhaitait avoir et donc par le biais du peuple américain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Du matériel remis dans le cadre du programme Compact, notamment en son volet lié au projet Abidjan Transport, piloté par le Millennium Challenge Corporation, MCC. Aujourd'hui, nous contribuerons des matériels sophistiqués d'un coût d'1 million de dollars et quelques. Je crois que ça va être vraiment une grande contribution à l'amélioration du réseau routier entre le port d'Abidjan et les sorties de la ville vers le nord, l'ouest et l'est. Accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en améliorant la fluidité du trafic, tel est l'objectif du projet Abidjan Transport. Le ministre en appelle à la responsabilité des structures sous tutelle bénéficiaires de ces équipements. Le matériel est un don du gouvernement américain. Ce sont les impôts des contribuables américains qui le permettent. Vous devez donc en prendre soin, l'entretenir et veiller là-dessus afin de pouvoir atteindre les objectifs assignés dans le cadre de ce compact. Au total, ce sont des équipements de plus d'1 milliard de francs CFA que ces structures, sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, devront recevoir dans le cadre de ce programme. Dans l'actualité également, la célébration hier de la Journée internationale des télécommunications. Cet événement commémore la création de l'Union internationale des télécommunications et la signature de la première convention télégraphique internationale. Les explications de Éric Goré. Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles est le thème de la Journée internationale des télécommunications en dépit de la Covid-19.
Les grandes puissances mettent au cœur de toute leur stratégie le numérique, afin de relever de grands défis pour aboutir à des résultats satisfaisants. L'utilisation des télécommunications et des technologies de l'information et des communications a permis d'atténuer l'impact négatif de la pandémie sur les économies des pays les plus digitalisés. Avec la mise en place du confinement, des millions de personnes ont été contraintes à travailler à distance. Une vision épousée par la Côte d'Ivoire. Ce pays réaffirme son engagement à faire des technologies de l'information et de la communication un pilier de développement, malgré la menace permanente du coronavirus. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant pris la pleine mesure de l'impact du secteur du numérique sur le développement économique et social de notre pays, y a accordé une place de choix dans le plan national de développement 2021-2025. Les stratégies développées et mises en œuvre dans ce contexte ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats très satisfaisants. Le nombre d'abonnés aux réseaux sociaux en Côte d'Ivoire est passé du simple au double, allant de 17 millions d'abonnés en 2011 à 37 millions en 2020. Un atelier pour renforcer la compréhension sur la production et la valorisation des données électorales sensibles au genre. Les travaux se déroulent à Grand-Bassam dans la région sud du pays, une initiative de la Commission électorale indépendante en collaboration avec ONU Femmes et le Programme des Nations Unies pour le développement. Les détails dans ce reportage de Didier Nguessan. Les informations sur les centres et bureaux de vote, les listes électorales, la répartition du personnel et le taux de participation. Autant de données collectées par la Commission électorale indépendante, CEI, qui peuvent aider à la prise de décision d'ordre socio-économique en faveur du genre. Les organisations internationales ONU Femmes et le PNUD y trouvent de l'intérêt et la CEI s'y attelle. Le PNUD a beaucoup fait pour sensibiliser les jeunes, notamment les jeunes filles et les femmes, à participer massivement comme électeurs pendant l'élection présidentielle, mais également comme candidates pendant les élections législatives. Nous avons estimé qu'il fallait d'abord doter cette institution nationale d'une commission technique genre. Et aujourd'hui, il s'agit de doter tous les experts en compétences techniques et également en capacité opérationnelle. Une fois les capacités des agents renforcées, il faut implémenter la collecte des statistiques et les communications sur les dimensions genre sur le terrain. Nous voulons amener les partis politiques à faire en sorte que les membres qui désignent dans nos commissions électorales locales, il y ait également 30% des femmes. Donc, dans nos prochaines élections, nous améliorerons de plus en plus ce taux et puis peut-être qu'un jour, nous arriverons à la parité. Au-delà du caractère démocratique des élections, elles serviront avec ce projet à l'égalité homme-femme. C'est aujourd'hui la journée internationale des musées. Cet événement institué depuis 1977 par le Conseil international des musées veut alerter le grand public sur les défis auxquels les musées font face. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan, est au micro de Serge Coléa. Imaginer de nouvelles pratiques, inventer de nouveaux chantiers, penser de nouvelles muséographies, conquérir de nouveaux publics. Ce sont là quelques-unes des recommandations faites aux professionnels des musées par la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Dans son message marquant la Journée internationale des musées, Arlette Badou Nguessan les engage à sensibiliser davantage les populations sur le rôle fondamental des musées. Les musées sont des espaces vivants. Ils sont des outils de dialogue des cultures et de notre solidarité humaine. Ils sont des facteurs de tolérance et de cohésion sociale. Je voudrais saluer particulièrement les efforts consentis par l'UNESCO, par tous les autres partenaires techniques, ainsi que les professionnels nationaux pour les résultats obtenus ces dernières années en faveur de notre patrimoine culturel. L'avenir des musées
se rétablir et se réinventer. C'est le thème de cette célébration. Notre monde est traversé de crises multiformes, notamment celles liées au terrorisme ou à la maladie à coronavirus. Leurs effets néfastes continuent d'affecter nos modes de vie et les activités de nos institutions muséales. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier, au nom de tous les acteurs culturels, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ensemble du gouvernement pour les mesures généreuses prises en vue de garantir et de redynamiser le secteur des arts et de la culture depuis la survenue de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle entend jouer pleinement son rôle institutionnel. Arlette Badou-Nguessan marque sa volonté d'œuvrer pour une activité muséale nationale constamment améliorée pour le bonheur des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, un mot à présent sur le projet intitulé « Transformation des communautés rurales par l'autonomisation des petits exploitants du Nord ». Ce programme a été lancé récemment par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration bien sûr avec le Programme alimentaire mondial. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les régions du Poro, de l'Abagoué et du Tiologo. Les explications de Ami Sissoko. En 2012, sur près de 100 enfants de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, près de 30 souffraient de la malnutrition, puis 21 en 2016. Malgré une tendance à la baisse dans toutes les régions, le taux demeure à la limite du seuil critique de 29,6% dans le nord du pays, alors que le seuil toléré par l'Organisation mondiale de la santé est moins de 10%. Pour remédier donc à cela, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec le Programme alimentaire mondial PAM, lance le projet de nutrition TECRAPEN, transformation des communautés rurales par l'autonomisation des petits exploitants du nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet a deux volets. Le volet production agricole, donc pour assurer la sécurité alimentaire, mais il y a aussi le volet éducation nutritionnelle. Dans cette composante, un autre volet qui est la démonstration culinaire. Et donc cette démonstration culinaire, c'est de permettre aux différents ménages, à nos mamans, d'utiliser à bon escient les aliments produits pour concocter des mets équilibrés, variés et nutritifs pour tout le monde. Plus de 4000 membres de 40 groupements agricoles dans les régions de Bagoué, Poro, Tiologo seront formés à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition par la promotion des bonnes pratiques de nutrition. Selon des estimations au plan national, 45% des décès liés à la malnutrition sont enregistrés chaque année pour les enfants de moins de 5 ans. La malnutrition sous toutes ses formes, nuit à la santé et au bien-être des populations. Il s'agit aussi d'accompagner ces groupements à améliorer l'hygiène et l'accès à l'eau potable dans les villages cibles. Le projet TECRAPEN apprend également aux communautés à dépister et à prendre en charge les cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Respecter et toujours respecter les gestes barrières nous sauve du coronavirus. À présent, la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise actuellement 46 661 cas confirmés de coronavirus, 46 115 personnes guéries, 298 décès et 248 cas actifs. Faisons-nous vacciner contre le coronavirus et respectons, voire renforçons les gestes barrières.
La vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire au centre hier du point sanitaire fait par les professionnels de la santé et les autorités sécuritaires. Le personnel soignant précise qu'à la date du 15 mai dernier, environ 400 000 personnes ont été vaccinées. Les explications dans ce reportage de Franck Kouadio. 804 nouveaux cas de Covid-19 et 705 nouvelles guérisons, mais surtout 214 918 doses de vaccins ont été inoculées, portant le nombre total de doses utilisées à 333 793 sur les 554 000 doses reçues, soit 60,68% des doses reçues à la date du 15 mai 2021, dont près de 41 000 concernent les deuxièmes doses. C'est que l'actualité aujourd'hui, c'est l'intensification de la vaccination dans tous les districts sanitaires du pays. Le ministère de la Santé cependant rassure, ce vaccin, contrairement aux idées reçues, ne constitue aucune menace pour la santé. Comme tout médicament, il y a des effets secondaires également. En Côte d'Ivoire, ces effets secondaires ou MAPI jusqu'à ce jour ont été dans l'ensemble des MAPI légers. Les bénéfices à se faire vacciner l'emportent selon les experts et l'OMS et sur la pratique terrain sur les risques d'apparition de complications graves. Par ailleurs, la vaccination empêche le développement de formes graves ou de formes compliquées souvent mortelles de la COVID-19. Les populations sont alors encouragées à se faire vacciner dans les points dédiés à cet effet. Un message du même genre véhiculé par le porte-parole de la police nationale. Au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la défense, voudrions inviter l'ensemble des populations cibles ivoiriennes à faire fi de la guéguerre communicative sur les réseaux sociaux et aller se faire vacciner. Seul moyen indiqué pour une éradication définitive de cette pandémie dans notre pays, voire dans le monde entier. En attendant la sensibilisation continue, 905 établissements de loisirs et de divertissement ont été contrôlés depuis les 15 derniers mois. Bouaké, dans la région centre du pays, a accueilli il y a quelques jours un festival. Il s'agit du Bouaké Ouflé. Pour 2021, cet événement a porté sur l'assainissement et le curage des caniveaux. Cette opération en prélude à la saison des pluies vise à préserver la voirie de la dégradation et des éventuelles inondations. Léon Brou de RTI Bouaké. L'Ageroute, l'armée, les festivaliers et le maire de Bouaké ensemble pour déboucher un caniveau. Ainsi démarre le curage des caniveaux et autres ouvrages de canalisation de la commune, jusque-là encombrés par des ordures de tout genre. Cette opération d'assainissement, un volet de la deuxième édition du festival Bouaké Ouflé qui signe le retour de Bouaké sur l'échiquier national. Nous voulons inculquer aux populations une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire la manière de vivre d'antan. On sait tous ce que Bouaké a traversé et nous voulons inculquer aux jeunes, en fait, peut-être qui n'ont pas su ça, qui n'ont pas connu cette vie d'avant, de savoir vivre maintenant. Là. Essayons de jeter au maximum tous nos déchets dans des poubelles qui peuvent être ramassés pour être jetés où il faut. Mais jeter nos déchets dans les caniveaux, ce n'est pas normal parce que ça peut créer beaucoup de problèmes à nos populations et à la ville. Comme le maire, l'armée et l'Ageroute appellent les populations de Bouaké à s'approprier cette action citoyenne. Pour le premier acteur, cela participe du renforcement du lien armée-nation quand l'agence de gestion des routes soutient que garder en état les ouvrages de canalisation, surtout en prélude à la saison des pluies, c'est prévenir deux phénomènes, à savoir les inondations et la dégradation de la voirie. Si les caniveaux sont obstrués, cela influe sur la dégradation, accélère la dégradation de la route. Si la route est dégradée, ce n'est pas le maire qui va souffrir, ce n'est pas le ministre qui va souffrir, ce n'est pas l'Ageroute, ce n'est pas le président qui va souffrir. L'État consent à mettre des milliards dans la construction de la route, construction de l'infrastructure. Donc il nous appartient à nous, citoyens, de travailler à cette pérennisation-là. Ainsi entamé dans le cadre du festival Bouaké Ouflé, le curage des caniveaux va se poursuivre avec les services techniques de la mairie et les autres acteurs habituels de l'assainissement urbain à Bouaké.
Enfin, un nombre record de migrants arrivés hier dans l'enclave espagnole de Ceuta, environ 5000. Ils étaient partis quelques heures plus tôt des plages marocaines. Les explications de Alexis Ouedraogo. Au moins 2700 migrants sont parvenus lundi à atteindre l'Espagne depuis le Maroc. Les migrants sont arrivés par la mer à la nage, utilisant parfois des bouées gonflables ou des canots pneumatiques. Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé lundi soir dans un communiqué le renforcement immédiat des effectifs de la garde civile et de la police nationale dans la zone, avec 200 agents supplémentaires. L'ancien archevêque et prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu, 89 ans, figure de la lutte anti-apartheid, se fait vacciner contre la Covid-19 alors que l'Afrique du Sud voit les signes d'une troisième vague de la maladie et vient de lancer sa campagne à grande échelle visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risque. L'offensive de la communauté internationale s'intensifie mardi pour tenter de faire cesser les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza. Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violence, au moins 221 personnes ont été tuées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir une 4e fois en urgence ce mardi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.